Ahidjo appartient à cette génération d'anciens présidents et chefs de gouvernement qui ont été en fait installés par le régime colonial et surtout par Charles de Gaulle. Qui savait que gouverner aussi c'est gérer les hommes. Donc il était très proche, n'est-ce pas, des citoyens, parce qu'il faut connaître ceux qu'on gère. Donc il rendait visite, on le voyait, il était abordable. Il a symbolisé justement une nouvelle espérance pour les peuples qui avaient été en lutte, notamment au Cameroun, où ça a été le combat pour l'émancipation a été extrêmement dur. Quelqu'un qui a beaucoup lutté pour l'unité nationale, même s'il a utilisé parfois des méthodes brutales. C'était quelqu'un qui aimait bien son pays. C'était quelqu'un qui faisait tout pour défendre les intérêts de son pays, mais c'était aussi quelqu'un qui gérait le pays avec une main de fer. Ahmadou Ahidjo, de son nom complet Ahmadou Babatoura Ahidjo, premier président de la République du Cameroun élu en 1960. L'homme est né le 24 août 1924 à Nassaraou, près de Garoua, dans le Cameroun francophone. S'il était encore en vie, il serait centenaire. C'est au Sénégal qu'il s'exile, où il décède le 30 novembre 1989, il y a donc 35 ans. Enterré dans ce cimetière musulman de Yoff, dans la capitale sénégalaise, Dakar. Ahidjo et la politique. Il a fait son entrée en politique dans un contexte marqué par la transition de l'administration coloniale française à l'indépendance. Son parcours commence dès les années 1940. Progressivement, il s'impose comme une figure influente de la politique camerounaise. Ahidjo, le parcours d'un grand homme politique, c'est le sujet de ce document. Ahidjo appartient à cette génération d'anciens présidents et chefs de gouvernement qui ont été en fait installés par le régime colonial et surtout par Charles de Gaulle. Parce que tout de même, depuis la fin des années 40, 1953, il est député à l'Assemblée territoriale. Ensuite, à partir vice-président avec la loi cadre ici en Afrique de l'Ouest, également Premier ministre de 1958 à 1960. Oui, à partir de 5 mai 1960, le Cameroun était devenu indépendant, Cameroun francophone. Et le Cameroun anglophone est devenu également indépendant en 1961. Et le Cameroun, plutôt le Cameroun a connu un régime fédéral. L'idée d'un régime fédéral ne l'enchantait guère. Il va donc proposer par référendum en 1972 de faire passer le Cameroun d'un État fédéral à un État unitaire. Le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité. Ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. J'ai, en conséquence, conscient de mes responsabilités à l'égard de la nation et devant l'histoire, décidé de consulter par voie de référendum le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, sur l'institution immédiate d'un État unitaire. Le référendum approuvé avec une majorité écrasante. Le Cameroun devient alors la République unie du Cameroun. Alors, en 1971, je pense 72, par référendum, cette fédération est devenue République du Cameroun. Ce n'est pas sans quoi que Ahidjo va dérouler son agenda politique, considéré comme ayant choisi son camp
celui du colonisateur, il fait face à une opposition indépendantiste bien décidée à lui croiser le fer. C'est donc dans un contexte tendu qu'il navigue entre les différentes forces politiques et même tribales de l'époque. Il a navigué ce pays, le Cameroun, à un moment assez difficile. L'indépendance, on va l'appeler ainsi, de notre pays, dans une période très difficile, un pays bilingue, anglais-français, négocié vers le fédéralisme. C'est un moment difficile, en même moment que dans le Cameroun oriental de l'époque, le Cameroun francophone, il y avait donc encore les conflits avec, n'est-ce pas, les Camerounais qui avaient une autre vision de leur indépendance. Donc je pense que c'est une période difficile. Je pense qu'il a sorti le Cameroun de là. Bon, à quel prix? Ça, c'est notre débat. L'idée d'organiser un référendum sur l'unification, pas bien perçue chez les anglophones. Pas une très bonne décision. On est encore nostalgique du Cameroun fédéral. On évoque la nécessité d'implémenter la décentralisation, une exigence des anglophones. Je pense à son désavantage qu'il a manqué de fair play vis-à-vis des anglophones, parce que sa décision d'organiser le référendum du 20 mai 1972, qui dissolvait la République fédérale, a été, à mon avis, une mauvaise décision, et dont on souffre encore aujourd'hui, d'autant plus que le crime a été parfaitement accompli avec les gens qui l'ont remplacé, puisque le nom du Cameroun a été changé par la suite. On est passé de République fédérale à République unie, et puis à République du Cameroun tout court, c'est-à-dire République du Cameroun comme en 1960, au moment de l'indépendance de la partie orientale francophone du Cameroun. Ce qui fait qu'on a passé par pertes et profits cette période de la recherche de l'unité des deux parties consubstantielles du Cameroun. Et ça, je trouve ça bien dommage. Et il faut que nous nous battions pour réparer ces injustices et cette mauvaise façon de penser l'unité nationale, qui ne doit pas se décider à partir de Yaoundé, mais on doit approfondir la fameuse décentralisation dont on parle et qui tarde à venir. La cohésion sociale, l'unité nationale, l'équilibre régional, la stabilité sociopolitique sont leitmotiv. Sa vision de la cohésion sociale l'avait amené à soutenir même que le multipartisme était un facteur de division de la nation camerounaise. Du point de vue de la cohésion sociale, le Cameroun est un pays composé de régions, d'ethnies diverses et variées. Et peut-être qu'il aurait pu implanter, je ne sais pas, renforcer la conscience d'une appartenance commune à un destin commun. Alors, je sais que ça prête à controverse parce que d'un autre côté, en créant le parti unique, il a créé un parti unique, c'est-à-dire au sortir des indépendances, il y avait plusieurs partis, il a dit ça divise le pays, et même selon des lignes ethniques, selon des lignes tribales, c'est pas bon, on va faire. Ahidjo a donc cherché à construire une identité nationale forte en promouvant l'unité à travers un État centralisé, avec comme objectif d'effacer les identités locales au profit d'une identité nationale unique. Mais cette construction de l'unité nationale a un coût, la répression, un moyen crucial pour imposer son autorité et renforcer cette unité. C'est au moyen de persécution, de répression d'opposants. En regardant de nouveau, on ne fait que mesurer l'ampleur, disons, de la répression implacable qu'il a exercée sur l'intelligentsia camerounaise qui était opposée à la France et à la tutelle de la France juste après les indépendances. Et donc, d'un point de vue historique, on peut considérer qu'il n'était pas dans le bon camp. C'était quelqu'un qui aimait bien son pays.
c'était quelqu'un qui faisait tout pour défendre les intérêts de son pays, mais c'était aussi quelqu'un qui gérait le pays avec une main de fer. Mais ce n'était pas tout de même un président agréable. Oui. Il n'a pas hésité à écraser, il n'a pas hésité à faire torturer certains de ses opposants. Et bon, je ne dirais pas qu'il était le seul, parce que c'était des pratiques courantes dans la sous-région. Cette face noire de l'histoire ne peut toutefois occulter le côté humaniste du président Ahidjo. Il aimait être proche des populations, privilégiant la proximité avec le peuple dans un Cameroun particulièrement difficile à fédérer du fait d'un bilinguisme qui a été une question complexe et centrale dans la gestion du pays. Qui était quelqu'un qui savait que gouverner aussi c'est gérer les hommes. Donc il était très proche, n'est-ce pas, des citoyens, parce qu'il faut connaître ceux qu'on gère. Donc il rendait visite, on le voyait, il était abordable. Donc c'est ce qui m'a marqué. Il n'était pas très éloigné du peuple, il faisait cet effort-là pour reconnaître les gens, parler avec les gens. C'est ce que je retiens de lui. Bien que critiqué pour son autoritarisme, Ahidjo a permis une gouvernance plus homogène. Une époque comme d'un temps où l'administration était plus efficace et les services publics mieux gérés. Aujourd'hui, il existe même un sentiment de nostalgie pour son époque au Cameroun. Les Camerounais ont le sentiment qu'ils vivaient mieux à l'époque d'Ahidjo. C'est incroyable, hein, mais c'est pourtant vrai. Moi, je vais prendre mon propre exemple de fonctionnaire. Vous savez, jeune fonctionnaire, en 1971, j'ai pu obtenir un crédit sans intérêt du ministère des Finances pour aller retirer ma voiture neuve chez le concessionnaire. C'est impossible aujourd'hui pour un fonctionnaire camerounais. Il ne peut même pas imaginer ça. Le Camerounais d'aujourd'hui a été réduit à se contenter des marchandises de seconde main. Je crois que si on interroge les Camerounais, pas mal, ont un avis plutôt positif, constructif sur cette période-là, où le Cameroun avait une certaine image, où le pouvoir avait une certaine forme de cohérence, et où le pays était suivi, la maison comme une maison tenue qu'on suit, les gens étaient sanctionnés, ceux qui devaient l'être, etc. Il y avait une forme de cohésion pour lesquelles certains ont de la nostalgie aujourd'hui. Toujours fonctionnaire. Je suis au Canada, je fais un stage, on ouvre un concours pour des journalistes principaux. On me donne un billet d'avion pour aller à Paris faire l'écrit. Et après, quand j'ai réussi l'écrit, on me donne un autre billet d'avion pour venir à Yaoundé faire l'oral. Écoutez, aujourd'hui, c'est impossible. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous donner des exemples concrets de la différence qu'il y a entre l'époque d'Ahidjo et l'époque actuelle. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Dernier exemple, je décide de quitter l'administration, d'aller m'installer à mon compte. On me donne 3 années, 36 mois de mon salaire comme prime d'installation. Donc voilà des choses concrètes. Tous les Camerounais, s'ils sont honnêtes, peuvent donner autant d'exemples que ce que je donne pour montrer qu'ils vivaient mieux à l'époque d'Ahidjo que maintenant. Les persécutions, les emprisonnements, les exécutions pour des raisons de stabilisation et d'unification n'entendent point ce patriotisme avéré d'un homme qui a pleinement joué son rôle d'ambassadeur, celui-là même qui a su promouvoir l'image de son pays à l'international. Son leadership a donc permis au Cameroun de se forger une place respectée parmi les nations africaines et dans le monde. En tant que figure respectée sur la scène internationale, il a su personnifier les valeurs de discipline, de travail acharné et de dévouement à la nation, contribuant ainsi à rehausser le prestige du Cameroun à l'étranger. Ahidjo a été un formidable ambassadeur pour le Cameroun. Je crois que le Camerounais était fier à cette époque-là. Et quand on va à l'étranger,
les gens nous demandent, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous les Camerounais? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Qu'est-ce que votre pays est devenu? Parce qu'Ahidjo, il avait porté le Cameroun très haut. Et ça, ça c'est quelque chose que nous n'avons pas encore pu rétablir. Donc voilà. Son patriotisme a même embrassé le continent pour se muer en panafricanisme que sous-tendait l'idée d'une solidarité africaine. Ahmadou Ahidjo a été un acteur clé dans les efforts de l'unité du continent, notamment à travers les instances continentales. Il aura activement participé à la création et au fonctionnement de l'OUA. C'est quelqu'un qui était aussi profondément panafricaniste, qui avait cette volonté de faire en sorte que les États africains travaillent ensemble. Il fait quand même partie des présidents qui ont beaucoup aidé à la francophonie. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Cameroun a connu 3 colonisations. Colonisation allemande, colonisation britannique et colonisation française. Des colonisations parfois parallèles, parfois successives. C'est par ça que l'Allemagne a connu une défaite lors de la Première Guerre mondiale. Et il y a eu un mandat des nations, la Société des Nations, que le Cameroun est confié à la France. Et après la Deuxième Guerre mondiale également, la France a continué à gérer le Cameroun francophone. Et bien ensuite, pour le Cameroun francophone, il y a eu un référendum parce qu'une partie du Cameroun anglophone faisait partie du Nigeria, mais il y a eu un référendum. Au référendum, ce Cameroun anglophone a rejoint le Cameroun. Donc lui, il fait partie des gens qui ont tout fait pour la prééminence du français et de la francophonie Cameroun. Si vous regardez aujourd'hui le fonctionnement de l'OUA et de l'Union africaine, vous vous rendrez compte que le pays qui a le plus donné de secrétaire général à l'Afrique, c'était le Cameroun. En moins de 60 ans d'existence de l'Union africaine, le Cameroun a eu plus de 3 secrétaires généraux au niveau de l'OUA et de l'Union africaine. Et ça en dit beaucoup sur cette volonté de jouer un rôle central au niveau continental. Et depuis lors, vous avez vu, depuis qu'il est parti, cette volonté-là n'existe plus. Son successeur a même été président, a été le seul président en exercice à ne pas aller à la réunion suivante pour rendre, pour donner le témoin à son successeur. Il ne l'a pas fait en 1997. Un panafricanisme alors avéré et traduit jusque dans ses relations avec le voisinage. Quand la France cherchait un soutien pour installer une rébellion au Nigeria par la sécession du Biafra, elle a tenté en vain de l'obtenir de Ahidjo, qui a tout bonnement refusé d'être la base arrière de la sécession, contrairement à Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui avait accepté d'être l'allié du général de Gaulle dans son œuvre de déstabilisation du Nigeria. Ahmadou Ahidjo avait décliné la sollicitation du général de Gaulle par respect au principe de l'intangibilité des frontières de l'OUA. En contrepartie, les autorités nigérianes décident d'épargner les Camerounais du visa d'entrée sur leur territoire. Eh bien, Ahidjo a dit non à De Gaulle. Il a dit « Je ne veux pas déstabiliser un pays frère, voisin, qui vient d'être indépendant comme nous. Il y a des règles que nous nous sommes tous engagés à respecter avec l'organisation de l'Union africaine qui s'appelle maintenant l'UA. C'est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc on ne va pas aider des gens à faire sécession, non. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut savoir sur Ahidjo. Il était un vrai souverainiste et c'est pour ça que je dis que quand on fait une étude sur son évolution, on part de la répression, on part de, comment dire, de la soumission à un régime, je vais dire, un pouvoir néocolonial et à une évolution vers plus d'indépendance, plus d'autonomie et et plus de fierté nationale. Et ça, c'était Ahidjo. En guise de reconnaissance, à l'époque, à la fin de la guerre, le général Gowon,
qui était président du Nigeria à l'époque, a rendu visite, première visite officielle à Ahidjo et a conclu une convention qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de visa entre le Cameroun et le Nigeria. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est ça la cause. Sous son magistère, le président Ahmadou Ahidjo a donc veillé à maintenir une coopération politique avec ses voisins, contribuant ainsi à la stabilité régionale. Ce fut le cas avec le Mali de Modibo Keïta. Depuis qu'il est venu, il a signé avec Modibo Keïta à l'époque un accord qui permettait à tous les Maliens d'aller s'installer au Cameroun comme ils le voulaient, tout comme les Camerounais pouvaient venir s'installer. Il y avait des règles qu'il a quand même pu poser et qui ont aidé beaucoup de communautés de la sous-région à pouvoir voyager. Et ça, je pense que c'est un legs important. Le legs, il est aussi économique. On retiendra de son magistère le développement des infrastructures. Son approche économique était basée sur la modernisation du pays par le biais de grands projets structurants avec l'objectif de transformer le Cameroun en une économie stable et autonome. Ahidjo a mis en place une série de plans quinquennaux pour orienter le développement économique. Ils ont permis de lancer plusieurs projets d'envergure. Il a investi dans la construction de routes, de chemins de fer et d'aéroports. Des infrastructures qui ont facilité l'intégration économique entre les différentes régions du pays. Sa démission, annoncée de manière totalement inattendue, sans signe avant-coureur, elle a été perçue comme un choc pour le peuple camerounais, la classe politique et la communauté internationale. Avait-il vraiment abandonné le pouvoir ou alors contraint par des pressions internes ou internationales? La première chose, quand on parle de Ahidjo, c'était la surprise quant à sa décision de démissionner. Personne ne s'attendait à ce que un président comme Ahidjo, qui avait tenu quand même le Cameroun d'une main de fer, décidait un beau matin d'abandonner le pouvoir et de laisser, comme l'avait fait quelques mois auparavant, le président Léopold Sédar Senghor, le pouvoir à son premier ministre. Démission due suite à une maladie déclarée. Finalement, il s'est rendu compte que il n'était pas malade, que c'était un complot. Il a tenté de revenir au pouvoir par ses amis qui ont tenté même de faire un coup d'État. Voilà. Et il a été condamné à mort, voilà, exilé. Donc il a vécu entre l'Espagne, la France et le Sénégal. Ce n'est que quelques mois après qu'on a vraiment compris en réalité qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien et on avait poussé pratiquement le président Ahidjo à la porte comme, et ça on l'a eu récemment à travers les propos d'un ambassadeur algérien qui était basé en France, le juge Mohamed Bedjaoui, qui était à l'époque ambassadeur d'Algérie en France, qui a fait comprendre que le départ de Senghor était aussi l'œuvre des autorités françaises, surtout de Valéry Giscard d'Estaing, avec qui Senghor n'était plus d'accord sur la manière de gérer les questions liées à la francophonie et qu'il avait tout fait pour le pousser dehors. Donc, de ce point de vue, Senghor et Ahidjo avaient pratiquement le même destin. Pour des raisons de santé, des divergences politiques avec Paris, voilà les principales hypothèses avancées pour expliquer ce départ inattendu. D'autres observateurs pensent qu'il aurait voulu contrôler la succession en plaçant un dauphin qui lui serait redevable. En l'occurrence, l'actuel président de la République, Paul Biya, qui finalement en 1983 va l'accuser d'être impliqué dans une tentative de coup d'État. Il est donc contraint de s'exiler définitivement au Sénégal jusqu'à sa mort en 1989, enterré dans ce carré du cimetière musulman de Yoff, à Dakar. Et donc, comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Ahidjo reste le père de la nation. Voilà.